Bonjour, bonsoir à vous tous et merci d'être à notre compagnie dans le Monde en 7 de ce samedi 14 décembre 2019. Nous allons évoquer 4 sujets, des sujets qui nous paraissent importants dans le flot d'actualité de cette semaine. Nous irons aux USA évoquer la destitution de Donald Trump. Il est de plus en plus proche de la barre. On parlera également de l'Algérie où Tebboune est devenu le nouveau président élu à l'issue de la présidentielle très contestée dans le pays. Nous évoquerons également le Niger, ses 71 soldats tués à Inates, la pire attaque djihadiste perpétrée dans le Sahel. Et puis on parlera en dernière position du Togo, le dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle 2020. Eh bien, ça démarre le 27 décembre. Autour du plateau pour évoquer ces sujets, ce samedi, je reçois Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Samuel Nioui. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir. En face de vous, Constant Lemou, analyste politique. Bonsoir, Constant. Bonsoir, Samuel. Et, bonsoir, Maître. Bonsoir, et bonsoir à tous les fidèles du côté de Kanyemboa dans la préfecture de Sotobo. Merci à vous également d'accepter notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Nous commençons avec les États-Unis. Donald Trump sera, sauf surprise, renvoyé en procès pour destitution lors d'un vote historique au Congrès la semaine prochaine. Une commission ayant approuvé vendredi 2 chefs d'accusation contre lui, 2 mois et demi après l'explosion du scandale ukrainien. La commission judiciaire de la Chambre des représentants a adopté, en suivant des lignes strictement partisanes, les chefs d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès contre le président. Nous allons écouter rapidement dans cet extrait un exposé donc des chefs d'accusation contre le président Donald Trump. Les 2 chefs d'accusation affirment que le président Trump a placé ses intérêts privés, politiques au-dessus de notre sécurité nationale, au-dessus de nos élections libres et au-dessus de notre capacité à demander des comptes aux dirigeants publics. Le président Trump aurait dû se concentrer sur la sécurité nationale de l'Amérique et sur les intérêts du peuple américain lors de cet appel téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À la place, il les a complètement ignorés pour poursuivre ses propres intérêts personnels politiques. Alors, il faut rappeler que compte tenu donc de la majorité démocrate au niveau du Congrès, Donald Trump devrait devenir donc le 3e président de l'histoire des États-Unis mis en accusation au Congrès après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998. Maître Sosa, est-ce qu'on peut, pour résumer aujourd'hui la situation de Donald Trump, dire qu'il est dans la tourmente? Effectivement, il est dans la tourmente. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est inédit qu'un président des États-Unis frôle l'impeachment à ce point. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, Andrew Johnson et Bill Clinton uniquement ont été poursuivis dans le cadre d'une procédure d'empêchement. Là, nous sommes devant une situation où la démocratie et ses principes sont menacés et il faut que les principes protecteurs et les digues soient absolument renforcés parce que ce qui se passe ici est d'une gravité inouïe. On ne peut pas laisser faire. Mais une fois qu'on a posé cela, il y a maintenant la faisabilité concrète. La faisabilité concrète, c'est que nous sommes malheureusement aux États-Unis toujours dans cet entre-deux où le politique l'emporte toujours sur le légal. Je m'explique. Nous sommes dans un système qui est prétendument basé sur la séparation absolue des pouvoirs. Et voilà un pouvoir qui essaye, mais de la façon la plus transparente possible, d'empiéter sur un autre pouvoir en étant quasiment sûr de son impunité. Et c'est ça qui est le plus dangereux et le plus inquiétant. Parce que le message qui est envoyé, c'est que il vous suffit d'avoir des amis politiques dans une partie du système et vous pouvez bloquer tout le système.
Donc, en fin de compte, nous avons des gens qui se soucient plus de leur parti que de la nation américaine. Et c'est ça qui est décevant, frustrant et dangereux. Parce que, si les choses devaient aller normalement, les faits qui sont mis à la charge de M. Trump sont relativement établis. Maintenant, il faut en faire procès. Et M. Trump va probablement éviter ce procès parce qu'il y a, au sein du Sénat des États-Unis, des amis de M. Trump qui sont partisans et ne jouent pas le jeu de la transparence démocratique. C'est la chose la plus frustrante pour un apprenti démocrate et un assoiffé de démocratie comme moi, africain et soucieux de voir un jour dans nos pays aussi les principes prônés par ailleurs et défendus comme étant universels triompher chez nous. Mais quand on voit qu'ils sont mis en échec là-bas, le message qui est envoyé est inquiétant. Voilà. Alors, Constant Lemou, est-ce que quand vous plongez les regards dans cette affaire, vous n'avez pas plutôt le sentiment qu'au niveau des démocrates, on a voulu un peu trop gonfler un ballon pour en faire un petit jouet politique? Je pense que nous sommes à la fois sur le terrain politique, mais aussi dans une situation judiciaire. Oui, terrain politique, vous savez que depuis l'élection de Donald Trump, il y a toujours cette procédure de destitution qui a été lancée suite à la découverte de l'espionnage organisé par Donald Trump en se servant des services de renseignement russes pour espionner justement la candidate démocrate Hillary Clinton en faveur de Donald Trump. Effectivement, cet espionnage a porté ses fruits et à la dernière minute, Donald Trump a renversé la situation et s'est vu porter au plus haut sommet de la première puissance mondiale. Seulement, Donald Trump étant un homme d'affaires, il a géré les États-Unis comme une entreprise personnelle et à l'approche des nouvelles élections, il a continué à utiliser les partenaires comme si c'était toujours des affaires dans le domaine économique. C'est pourquoi il n'a pas hésité à faire pression sur le pouvoir ukrainien pour lancer un espionnage. En réalité, ce qu'il appelle enquête, en réalité un espionnage qu'il sollicite sur le potentiel Joe Biden. Donc, ce qui est sûr, sur le terrain judiciaire, oui, il est admirable de constater que la justice américaine, elle est entièrement indépendante. Elle va jouer son rôle si jamais le vote du Sénat confirmait la plainte des démocrates. Maintenant, est-ce que les démocrates ont gonflé l'affaire de sorte à mettre Donald Trump en difficulté? Oui et non. Non, d'abord parce que l'affaire est clairement un sabotage des intérêts américains. Donald Trump, au lieu de s'occuper de la sécurité américaine, effectivement, et ce qui concerne l'intérêt national, il a utilisé l'intervention américaine en Ukraine pour satisfaire ses ambitions strictement personnelles présidentialistes. Ça, sur ce point, les démocrates ne font que jouer le jeu normal de défense de l'intérêt général américain. Sur le plan politique, eh bien, on ne se fait pas de cadeaux. Les adversaires ne se font pas de cadeaux sur le terrain politique. Alors, les démocrates saisissent la balle au rebond pour démontrer que Donald Trump est un mauvais président, un mauvais candidat des républicains parce qu'il est tricheur. Pour tout résumer, la démarche qu'il a entamée, c'est de la triche. Et les démocrates, si jamais ils obtenaient l'adhésion d'une partie des républicains au Sénat, eh bien, cette affaire peut amener Donald Trump à être jugé purement et simplement pour haute trahison des intérêts américains. C'est ce qu'on reproche là à Donald Trump d'avoir fait pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Est-ce que ce n'est pas un peu ce que tous les grands du monde font à quelques exceptions près?
Ça, c'est vous qui le dites et c'est une simple supposition. Vous savez, c'est vrai, le monde politique n'est pas un monde de bisounours. C'est pas un jardin d'enfants, on est d'accord là-dessus. Mais il arrive quand même qu'on puisse faire de la politique avec des principes. Et ici, dire que ça se passe comme ça d'habitude, alors il faudrait passer là-dessus, ça aussi c'est dangereux, parce que si ça se passe comme ça d'habitude, c'est que les autres ont l'intelligence de ne jamais se faire prendre. Ce n'est pas le cas de M. Trump. En fin de compte, je ne sais pas si ça se passe comme ça d'habitude, je n'en ai pas de preuves, mais M. Trump a laissé des preuves de ce que lui il a fait. Ouais. Et à partir de ce moment-là, c'est ça, d'habitude c'est pas vu, pas pris. Maintenant il est pris la main dans le sac et il compte encore sur la classe politique, parce qu'en fin de compte, là ici, on n'est pas encore au niveau judiciaire, hein. C'est une justice politique. Parce que le système est organisé, l'impeachment, le judiciaire n'y intervient même pas. C'est uniquement l'exécutif et le législatif qui sont en confrontation. C'est une façon organisée de régler la vie politique d'un pays, et M. Trump le savait, en tout cas j'espère qu'il le savait avant de devenir président. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas de fait du tout, on dirait c'est une chasse aux sorcières, on est en train de chercher à gonfler comme une baudruche quelque chose qui est tout à fait véniel. Là, il y a un fait. C'est-à-dire que le simple fait de supputer qu'un chef d'État qui se prépare pour se mettre en lice pour des élections à venir veut neutraliser ses adversaires en utilisant la déloyauté et la triche est quelque chose de grave. Ouais. C'est attentatoire au principe de transparence en démocratie. Vous voyez, déjà son élection à la tête des États-Unis est une énigme encore, parce que je ne sais pas, il n'y a qu'aux États-Unis qu'on peut voir ça. Il a 3 millions de voix derrière Hillary Clinton, il est le président des États-Unis. Bon, d'accord, ok, c'est comme ça. On va dire, c'est le système, les grands électeurs, etc. Il y a des grands et des petits électeurs. Les Américains ont accepté ça comme ça. Ils ne sont pas égaux devant les élections. Bon, d'accord. Je suis citoyen, ma voix ne compte pas. La voix de quelqu'un qui est censé être grand électeur compte mieux que la mienne. Ok, d'accord. C'est le système démocratique qu'ils ont accepté et ça marche depuis 200 ans comme ça. Mais quand de temps en temps, on arrive à trouver que quelque chose dysfonctionne, ils ont encore des mécanismes pour corriger ça. C'est ça l'impeachment. L'impeachment, c'est quand vous avez fait preuve d'indignité, quand vous avez trahi votre serment. Et M. Trump, en l'occurrence, a trahi son serment. Il ne faut pas qu'on se mélange les pédales en disant oui, c'est de la politique. Non, la politique ne devrait pas être ça. Si les autres avaient fait ça contre lui, je suis sûr qu'il aurait été le premier à hurler au loup et à demander leur condamnation. On n'a pas vu un centième de début de preuve contre Madame Hillary Clinton. En pleine campagne, il disait on la mettra en prison pour des faits que lui seul a inventés et que lui seul connaît d'ailleurs. Vous voyez ? Non, alors que là, ici, c'est devant le monde entier, devant une puissance étrangère, enfin une puissance, disons, un gouvernement étranger, il est en train de venir complètement corrompre un pouvoir légitime étranger pour faire des basses œuvres. C'est hideux, c'est inacceptable. Voilà. Alors, les faits que recherchent les démocrates, ils connaissent beaucoup mieux la politique américaine que moi. Les démocrates savent très bien que le président ne va pas être destitué. Alors, quel effet recherche-t-il dans cette affaire ? Ce combat est beaucoup plus situé sur le plan politique. Cette affaire peut effectivement déstabiliser non seulement Donald Trump, mais aussi le camp républicain. Parce que les Américains comprendront que les républicains trichent souvent. Souvenez-vous de l'élection de Bush Junior face à Al Gore. C'était pratiquement la même situation. Il y avait de la triche, de la fraude. Mais jamais on n'a réussi à solder ce contentieux jusqu'à ce que, les Américains, les démocrates aient accepté de fermer ce dossier pour permettre au pays d'avancer. Ce qui est intéressant,
les Américains, comme dans les démocraties avancées, on a le sens élevé de la patrie. Et quel que soit ce qui oppose les politiques autour du pouvoir, l'intérêt national doit être toujours sauvegardé. C'est d'ailleurs la fibre sur laquelle est en train de jouer beaucoup plus les démocrates officiellement. La fibre nationaliste, parce qu'on pense que Donald Trump est en train de trahir le pays pour satisfaire ses intérêts. Risquer notre sécurité nationale, mis en danger l'équité et l'honnêteté de notre prochaine élection. Exactement. Donc, l'intérêt national n'est pas à négocier. Qu'on soit au pouvoir ou dans l'opposition, tout le monde est au travail, tout le monde défend le pays. Ça, c'est très intéressant pour les démocraties avancées. Mais ce qui est sûr, les démocrates, l'objectif final, c'est de gagner les prochaines élections en déstabilisant dès à présent le président américain, et sa destitution va entraîner une contre-campagne importante à l'ensemble du camp des républicains aux élections de 2020. Destitution qu'ils savent qu'elle n'aura jamais lieu parce que le Sénat est acquis à la majorité républicaine. Ce sera difficile en effet que le président soit destitué parce que oui, il est dominant par son camp républicain au niveau du Sénat. Tant que le Sénat n'a pas donné son OK, ce ne serait pas possible. Sauf que l'ensemble des Américains, des citoyens américains, seront suffisamment informés sur celui qu'est Donald Trump et les Américains. Tout le monde est conscient que c'est juste un jeu de maintien que feront les républicains au sein du Sénat, juste pour conduire Donald Trump jusqu'à la fin de son mandat. En même temps, quand on regarde un peu dans les sondages, il y a quelques 47,3% des Américains qui soutiennent la destitution, mais 45,9% sont contre. Ça, ce sont les sondages. Moi, je ne suis pas du tout consommateur de sondages parce que, en règle générale, ils se trompent. Vous savez, j'ai vécu dans des pays où on a toujours fait des sondages. Je ne connais personne dans mon entourage qui ait jamais été interrogé par les sondeurs. Alors, je ne sais pas où ils vont, ou alors c'est moi qui vis en vase clos, qui ne connais pas suffisamment de personnes, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans mon entourage qui ait fait l'objet d'un sondage. Alors, ils doivent avoir peut-être un panel qu'ils consultent régulièrement et qui est quelque part et qui leur donne leurs chiffres. Moi, ce n'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il est possible que M. Trump soit empêché. Pourquoi ? Destitué. Pourquoi ? Parce que il pourrait se trouver une situation où les sénateurs républicains, qui sont ses soutiens les plus fervents, se retrouvent eux-mêmes face à leurs électeurs devant leur conscience. Et on va leur dire, mais attendez, vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de faire, vous le faites dans l'intérêt de la nation ou vous le faites dans l'intérêt d'un homme à qui vous avez voué fidélité pour faire triompher votre parti. Et à partir de ce moment-là, les lignes peuvent bouger parce que, en fait, vous savez, il suffit pour que M. Trump soit destitué d'une dizaine de sénateurs qui bougent, c'est tout. Il ne s'agit pas de bouger vers les démocrates, il s'agit de bouger vers la vérité démocratique. C'est-à-dire, nous avons une situation qui ne fait pas honneur à notre nation, qui ne fait pas honneur à notre système politique, et nous devons prendre nos responsabilités. Et il suffirait qu'il y en ait quelques-uns qui soient, à un moment donné, animés par le souci d'être redevables vis-à-vis de leurs électeurs pour que les choses changent. C'est la raison pour laquelle il est important que le processus évolue, parce que là, on a voté la comparution de M. Trump. On verra la semaine prochaine ce que ça va donner, quel sera le verdict, mais dans tous les cas, je ne dis pas qu'il y a une frange irréductible de sénateurs républicains qui, coûte que coûte, vont vouloir défendre M. Trump, parce qu'ils vont couler aussi. Quand les élections vont arriver en 2020, il y aura en même temps les élections de midterms pour beaucoup, et ils risquent aussi leur mandat. Donc, je crois que les jeux ne sont pas complètement faits, et l'impossibilité absolue et arithmétique de l'impeachment ne me paraît pas acquis. Honnêtement, non. En même temps, Donald Trump, on l'avait rappelé en début d'émission, c'est un homme d'affaires qui connaît un peu les rouages des affaires. Il s'en sert énormément en politique. Il a montré à maintes reprises qu'il était capable de se sortir des affaires qui
l'accablait le plus. On voit mal comment il pourrait ne pas s'en sortir cette fois-ci. Le terrain politique est un peu différent du terrain des affaires économiques. Et comme le dit Maître Sousa, il y a un enjeu électoral imminent. C'est vrai, les républicains, je l'ai déjà dit, ont toujours fait bloc derrière Donald Trump au sein du Sénat pour empêcher que Donald Trump soit destitué. Maintenant que les élections sont imminentes, présidentielles et sénatoriales, ainsi de suite, les Américains se doivent de se montrer assez loyalistes. Loyalistes vis-à-vis des intérêts du pays, loyalistes vis-à-vis donc de l'intérêt général et non loyalistes à une personne. C'est pourquoi je partage en partie cette ouverture de Maître Sousa, que c'est possible que des Américains, les républicains au sein du Sénat, ou certains puissent jouer avec leur conscience patriotique et reconnaître que Donald Trump a trahi le pays. Et par conséquent, il doit comparaître, il doit être, il doit être destitué probablement. Ce n'est pas exclu que le Sénat vote favorablement à la destitution de Donald Trump. Ce n'est pas exclu. C'est bien possible parce que chaque Américain a sa conscience, a juré de respecter la Constitution, de respecter le pays et l'intérêt général des Américains. Alors, je doute que malgré la force économique, la force de négociation de Donald Trump, son empire qui l'a conduit au pouvoir, je doute que des gens continuent de le soutenir jusqu'à perdre eux-mêmes leur crédibilité. Ceux qui sont en train de témoigner, ce sont ses conseillers. Alors, être conseiller à la Maison-Blanche ne signifie pas être à la solde d'un individu. Alors, ils jouent leur conscience en tant qu'Américains, en tant qu'élus ou en tant que responsables à un niveau donné de l'appareil de l'État. Mais Donald Trump, vous connaissez également sa méthode. Il a encore tweeté, il dit ce vote est une honte pour notre pays, mais on dirait que c'est une bonne chose pour moi car ma cote de popularité crève le plafond. Oui. Mais, au final, c'est lui qui a une honte pour son pays. Parce que quand un président parle comme ça, avec une telle morgue, c'est-à-dire, écoutez, faites ce que vous voulez, je ne respecte personne, je ne respecte rien. Moi, je suis le plus riche, je suis le plus fort, je suis le plus beau, et je fais comme je l'entends, et vous verrez qu'en plus, je suis une grande vedette. Regardez, ma popularité crève le plafond. Mais sur quelle planète il est, ce monsieur ? Est-ce qu'il lui arrive de temps en temps de réfléchir avant de parler ou d'écrire ? On se demande. Écoutez, non, il a un ego de bac à sable, quoi. Mais ça lui réussit jusqu'à présent. Ah ben parce qu'il est président, il a été président, ça lui réussit, non ? Il n'était même pas donné gagnant de la dernière présidentielle. Et c'est bien ce que je dis, ça fait partie des cataclysmes du système démocratique américain, où finalement, vous savez, au moment des élections de 2016, on faisait une blague entre nous, on disait que la meilleure gagne. Oui. Étant sûr que Mme Clinton allait gagner. D'accord ? Et parce que, en suivant justement certains sondages, on disait, mais non, mais écoutez, dans tel État, il n'est pas possible que le balancier tourne en défaveur de Mme Clinton. Et effectivement, ça a été le cas. Et pourtant, M. Trump est président des États-Unis et Mme Clinton, ancienne candidate, et qui ne va même plus l'être. Oui. Bon, alors vous voyez, donc, non, vous savez, oui, c'est vrai. On peut, dans un quartier, assister à la réussite subite, financière la plupart du temps, d'un voyou qui, à la faveur de trafic de tout genre, a la plus grosse maison, les plus grosses voitures et les plus belles femmes. C'est pas de la réussite. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est pas de la réussite. Quand le respect ne l'accompagne pas, c'est pas de la réussite. Monsieur Trump est peut-être très riche, mais pas respectable. Et ça, c'est une opinion qui n'est pas que personnelle. Je veux dire,
Bob Marley disait « Some people are so poor, all they have is money ». Certaines personnes sont très pauvres, tout ce qu'ils ont c'est l'argent. C'est bien le cas de M. Trump. Et ce monsieur, pardonnez-moi, mais bon, enfin, il a tout ce que vous voulez, sauf mon respect. Le second sujet que nous allons évoquer maintenant, c'est l'Algérie. Abdelmadjid Tebboune. Il faudra désormais s'habituer à ce nom. C'est comme ça que s'appelle le nouveau président élu en Algérie. Il a remporté vendredi l'élection présidentielle contestée par le Irak. Monsieur Tebboune a 74 ans. Il a été élu dès le premier tour avec 58,15% des suffrages. C'est ce qu'a annoncé donc vendredi l'autorité nationale des élections. Il a fait carrière au sein de l'appareil d'État algérien, notamment aux côtés de Bouteflika, qui en fera très brièvement son premier ministre avant une brutale disgrâce. C'est le premier président de l'Algérie à ne pas être issu des anciens combattants de la guerre d'indépendance contre le pouvoir colonial. Mais il faut également noter que le taux de participation à ce scrutin était le plus bas de l'histoire de la présidentielle du pays, 38,83%. 10 points de moins que l'élection précédente. Nous allons écouter les premiers mots du nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune qui appelait le Irak, il tendait la main au Irak. Il faut que nos frères et sœurs dans le mouvement populaire comprennent qu'il n'y aura pas de continuité du 5e mandat. Il n'y a pas de continuité aux agissements du passé. Donc si vous restez de votre côté et moi du mien, on ne pourra pas s'écouter et ne pourra pas construire un nouvel avenir pour ce pays et pour ces jeunes. Donc la solution, c'est le dialogue et encore le dialogue. Mon premier engagement avec le mouvement de contestation et avec les Algériennes et Algériens est que l'on avance rapidement vers le changement. Et ce qui concrétisera ce changement, c'est la nouvelle direction de cette République vers la Constitution, un changement profond de la Constitution avec l'aide de tous les conseils. Les premiers mots donc d'Abdelmadjid Tebboune qui tendait la main au Irak. Est-ce que, Constant Lemou, ce sont des premiers mots du nouveau chef de l'État qui vous rassurent sur l'avenir algérien? Je ne suis pas algérien, moi. Il a l'obligation de rassurer les Algériens. C'est devant eux qu'il a toute la responsabilité pendant son mandat. Et il a compris tout de suite le contexte dans lequel il est élu. Et son premier devoir, c'est de réussir à converger toutes les énergies algériennes vers un objectif commun. Il a compris la plateforme de revendication des Algériens. Il a compris aussi le contexte particulier dans lequel il a été élu. Souvenez-vous, 23 candidats, 5 candidatures ont été validées, dont la sienne. On dirait que ça a été plus ou moins un arrangement de l'autorité en charge des élections. Donc, disons, le régime en place qui a arrangé cette élection, peut-être pour le bien de l'Algérie ou non, mais aujourd'hui, c'est M. Tebboune qui est responsable devant l'histoire quant à ce que l'Algérie deviendra soit pacifiée et engagée sur de nouvelles voies, les voies de la réforme, ou il rate le rendez-vous et l'Algérie risque de basculer parce que les contestataires sont encore très solides partout dans le pays et s'ils n'arrivent pas à gagner leur confiance, il lui sera difficile de gérer l'Algérie durant son mandat. Alors, Maître Sosa, on l'a vu, le nouveau président algérien semble avoir compris cela, il semble avoir intégré le fait qu'il est ce qu'on peut appeler un président mal élu. Oui, il est mal élu, mais il est l'élu. Alors à partir de ce moment-là, d'abord, je lui souhaite bon vent, je lui souhaite du courage dans un contexte très disputé et où il y a de l'acrimonie partout. Mais en fait, je me demande bien ce que veulent les Algériens de l'Irak. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? C'est-à-dire, ceux-là sont des Algériens aussi. Alors cette espèce de dégagisme stérile qui veut que l'on conteste de toute force ceux qui ont été aux affaires
parce qu'ils ont été aux affaires. Mais écoutez, quand même, monsieur Tebboune a été un cadre du FLN, un cadre respectable du FLN, et les Algériens doivent beaucoup au FLN. Ça a été un parti politique qui, à un moment donné, a été parti unique. Mais aujourd'hui, le FLN est un parti politique parmi d'autres partis politiques. C'est-à-dire que des voies sont ouvertes pour que l'expression politique puisse aboutir à un véritable pluralisme. Mais si eux-mêmes n'ont pas saisi le coche, on dit élection, ils n'ont pas trouvé en leur sein... Ça aurait été magnifique que, par exemple, l'Irak propose, pour changer un peu, une jeune femme de 39 ans, 40 ans, et qu'ils le soutiennent et qu'ils votent pour elle. Oui. Vous voyez ? Et que, par exemple, on soit au deuxième tour, et qu'au deuxième tour, on amène un Tebboune contre celle-là en disant que c'est Tebboune qui a gagné. Là, je comprendrais qu'ils protestent en disant non, on a volé notre victoire, on nous a mis encore un vieux cheval sur le retour comme président. Mais c'est pas ça qui se passe. Ils n'avaient pas proposé de candidature, de candidat du tout. Et du coup, maintenant, ceux qui ont été assez courageux pour se présenter, on leur dit, mais non, vous êtes de l'ancien système. Maintenant, on en a élu un parmi eux, et ils disent, il est mal élu, donc il n'est pas mon président. Mais au final, vous savez, à force, on risque d'aboutir à ce qu'on appelle l'anomie, c'est-à-dire le désordre total, où finalement, il n'y a plus de responsabilité nulle part. Non, la rue ne va pas tout le temps dicter sa loi parce qu'il y a des mécontentements sociaux qui ont coagulé avec des revendications politiques et on va dire, bon voilà, donc il faut absolument leur donner raison. Et c'est pour ça que je souhaite bon vent et du succès à M. Tebboune, parce qu'il a d'abord à réconcilier le pays. Les Algériens ont fait des pas de géant en l'espace des 9 derniers mois. Là. Obtenir que Bouteflika se retire, c'est déjà un succès. Avoir réussi le tour de force, de voir du vivant même de Bouteflika, son frère, aux arrêts, et bientôt en prison, 2 anciens premiers ministres en prison, et d'autres encore qui sont en train d'être jugés, c'est un pas de géant, c'est inouï, c'est révolutionnaire. Il faut au moins qu'il capitalise sur ces acquis-là. Donc, Tebboune ne pourra plus faire de la politique comme le faisait Bouteflika. Il ne pourra plus faire comme faisait le FLN d'habitude. Il va obligatoirement faire la politique autrement parce qu'il a compris très vite à quel degré de redevabilité lui-même est attendu. Donc, oui, la main tendue, c'est de la sagesse, je comprends et j'approuve ce discours de dialogue et de rassemblement. Tendre la main à la rue est une bonne chose. Il ne s'agit pas de faire du populisme électoral. Il est maintenant élu, il tend la main pour fédérer toutes les énergies des Algériens et des Algériennes. Je suis à chaque fois complètement frappé de perplexité quand je vois quelles sont les revendications. Elles sont légitimes. Mais écoutez, venez partout dans nos pays. Nous avons les mêmes revendications. Les mêmes. On veut tous que la corruption cesse. On veut tous avoir de meilleures écoles et de meilleurs hôpitaux. On veut tous avoir des routes qui sont un peu mieux faites, etc. Et on veut tous une meilleure redistribution des revenus. Tous. En l'occurrence, les Algériens n'ont rien de particulier. Et même aller en France, c'est la même chose. Là, en ce moment, la rue est là. Mais on n'a pas dit, monsieur Macron et ses ministres, dégage. On n'a pas dit, l'Assemblée nationale, dégage. Vous voyez ? Les Gilets jaunes, ils revendiquent tout le temps des choses et on les écoute et puis on avance. C'est ça ce que je voudrais que nos frères algériens comprennent et qu'on puisse avancer parce qu'ils ont fait quelque chose qui est beau à voir et qui nous fait plaisir. J'aimerais que ça continue parce que à force, ça va devenir une confrontation. Et à force de tirer sur la corde sur laquelle vous êtes assis, vous la cassez et puis tout s'écroule. Alors, en même temps, il y a quelque chose que beaucoup auront remarqué, c'est que Abdelmadjid Tebboune, il est membre du FNL, mais il s'est présenté en indépendant. Ça veut dire autrement, c'est la méthode FNL qui continue, en fait. En principe, oui. Mais en réalité,
il doit y avoir un changement, même s'il viendra assez lentement, parce que le système qui a été mis en place va peser encore pendant longtemps. Au sein du FLN, il n'y a pas un seul courant de pensée. Il y a les fondamentalistes, il y a des réformistes. Et Tebboune n'est pas un fondamentaliste. Il est plutôt proche des réformistes. D'ailleurs, on a vu la raison pour laquelle il a été évincé 3 mois après de son poste de Premier ministre. Exactement. Il a dû, pendant qu'il était Premier ministre, affronter les partisans de l'immobilisme. Alors que lui, il comprenait que l'Algérie avait besoin de mutations profondes pour avancer. Ce qui lui a été refusé et la conséquence, elle a été immédiate. Le résultat est là. Bouteflika démissionne, la rue grogne, impossible d'organiser des élections. Bien, maintenant que cette élection a été possible et il est élu, je pense qu'il va, malgré qu'il est déjà, ou bien qu'il appartienne au FLN, je pense qu'il va conduire le pays suivant la pensée réformiste au sein du FLN. C'est intéressant que ça soit quelqu'un qui connaisse déjà les rouages du pouvoir. Et il a l'avantage d'avoir aussi, à l'occasion d'être Premier ministre, des relations, que ce soit au niveau africain ou international. Il a déjà un carnet d'adresses assez fourni. Et il suffit que les responsables de l'Irak puissent l'écouter, lui faire un peu confiance pour pouvoir travailler ensemble. Il faut que, justement, ces responsables arrêtent l'extrémisme, des positions extrémistes. Il faut surtout qu'ils évitent de se comporter comme l'âne de Biridan, tellement assoiffé qu'on écrase finalement la goutte d'eau offerte pour étancher quel que soit sa soif. Donc, en tout cas, Tebboune, puisque l'autre nom est un peu difficile à prononcer, nous allons l'appeler affectueusement Tebboune. Il va l'accepter, j'espère. Alors, il a quand même la force de réussir son mandat s'il engage des négociations sincères avec les responsables de l'Irak. Et vraiment, en tout cas, moi j'ai confiance que l'Algérie fera un bond en avant à partir de Tebboune. Alors, le Irak que nous évoquons, pour ceux qui nous suivent, eh bien, c'est la transcription arabe du mouvement. En fait, ce n'est pas l'Irak. Ce n'est pas l'intérêt. Le pays. On va aller à la pause. Si vous permettez, on va regarder le journal et puis dans une dizaine de minutes, on passera à la seconde partie.